coup, ce soir au programme, j'avais envie, donc on est toujours un peu dans ces lives où on parle de Énergie 12, de Direct 8, de C8, qui vont disparaître vendredi, dernières heures de ces chaînes actuellement, c'est leur dernière semaine là qui vient de débuter. Et du coup, je cherchais un peu des idées parce que je me suis dit, bon là en l'occurrence, ça va être, je pense, le dernier live avant une grosse semaine pour ma part. Je pense pas être là demain ni mercredi en fait. Et je me suis dit, bon, on a vu des archives, samedi, on a lu des articles hier. Du coup, je savais pas trop ce qu'on pouvait encore construire autour de leur disparition, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Alors, j'hésitais mais j'avais pas trop envie pour des raisons évidentes, mais j'ai vu que Bastien justement avait publié aujourd'hui une émission de Morandi. Il y en avait une avec Yannick Bolloré, mais je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de m'infliger ça? Est-ce que j'ai vraiment envie d'afficher ça sur mon stream? Pas forcément. Et du coup, je cherchais un peu des trucs, je savais pas. Et puis, c'est marrant que Bastien soit là en fait, parce que finalement il le sait pas, mais il est un peu l'instigateur sans le savoir de tout ça. C'est que j'ai repensé à cet extrait. Ça date de juillet dernier, c'était dans J+ou-7, où il avait balancé cette petite anecdote, l'air de rien. Un fun fact. Petit fun fact. Si Énergie 12 perd son autorisation, ce serait la deuxième fois que le groupe Énergie perd une autorisation d'émettre sur la télévision nationale hertzienne. Après TV6. Ah oui, c'est vrai. Que tout le monde oublie, parce que tout le monde dit la première chaîne à être morte c'est la 5. Oui, non. Non, TV6 voilà. avant. Oui, par l'entreprise s'est arrêtée. Non, par en fait, tu peux retirer une autorisation et la chaîne n'existe plus. Donc dans ce cas-là, ce sera la deuxième fois qu'Énergie se fera avoir comme ça. Ouais, c'est vrai. Voilà. Un peu fun fact. Un peu fun fact, hein, j'ai envie de te dire. C'est vrai, un petit peu fun fact. Et je sais plus qui avait dit en commentaire. Ah oui, voilà, c'est Gamies qui avait dit si je me trompe pas, TV6 est morte le 28 février 1987 et Énergie 12 va mourir le 28 février 2025. Coïncidence? Je ne pense pas. Tout est écrit. L'histoire n'est qu'un cycle et on va tous mourir un jour. Et je me suis dit, bah putain, mais en vrai, on pourrait faire un live comme on a fait justement samedi. On regarde un peu des archives, on lit des articles, on va chercher un petit peu de la matière pour parler de TV6 en fait, parce que mine de rien, c'est une chaîne qu'on a tendance peut-être à un peu oublier dans l'histoire de l'audiovisuel français. C'est vrai, Bastien le rappelle dans cet extrait, mais on a tendance à penser que la première chaîne à disparaître de la télévision française, c'est la 5. Mais en fait, la 5, dans les faits, oui, dans le sens où le canal n'a pas été cédé directement derrière, c'est-à-dire qu'il y a eu un écran noir vraiment sur le canal 5, mais pour autant, TV6, bah, ça reste la première chaîne à être disparue de l'antenne, même si quelques heures après, c'est M6, le projet Métropole Télévision 6, qui a pris la relève. Mais je trouvais ça intéressant de me dire que effectivement le contexte, la coïncidence, et puis ça fait partie de l'histoire de la télévision, je trouvais que le sujet en lui-même pouvait être intéressant. Donc voilà. Alors attention, c'est politique. Et on va revenir là-dessus justement, parce que y a toute une histoire politique autour de ça. Et je trouve que c'est bien d'en parler aussi. Là où ici, bon, il y a débat. J'ai envie de dire tout est politique d'une certaine manière, mais bon, il y a politique et politique. Là, c'était vraiment, vraiment politique. C'est politique sur France 5. Évidemment. Bonsoir la deck d'ailleurs. Coïncidence rigolote qui n'en est peut-être pas une. Coïncidence? Mais moi je sais pas. Mais en fait non, en vrai... Oui, il ferme pas pour des raisons politiques en elles-mêmes. De politique politicienne, on va dire. C'est ça la différence. On nous vole Énergie 12. On nous vole, encore une fois, moi pardon, je suis dévasté, on nous vole toute la VF de The Big Bang Theory qui est, pardon de le dire, que j'ai toujours trouvé absolument ignoble. La VF de The Big Bang Theory, vraiment,
Gna gna gna, c'est cliché de dire que tout est politique. Non, bah non, c'est une réalité, justement. Et moi, ouais, non, je soutiens ce truc-là. Hein. Hashtag je soutiens Énergie 12 pour toujours. Soutenez, soutenez, soutenez. J'espère que vous avez laissé un petit message, d'ailleurs, de soutien, parce que... sinon... ce serait bien triste. Hein. J'y ai pensé, Bastien, j'y ai pensé. J'y ai pensé. Bah peut-être... si j'ai un petit peu de temps, là, mardi ou mercredi, un très court live, juste comme ça, on pourrait faire ça. Mais juste histoire de quoi. Changement de dernière minute pour C8, le documentaire Inside TPMP, les coulisses du talk numéro 1 qui devait être proposé en inédit après le Prime TPMP Toute la vérité. Jeudi soir sera finalement programmé. Mercredi à 21h20, le documentaire Les écrans rois, piège ou paradis des ados est donc déprogrammé. Oui, j'ai vu. Oui, bon. Oui, bah écoute, je sais pas. Oui, écoute. En même temps, il y a quoi, 12 messages? Non, il y en a pas 12 en vrai. Il y en a pas 12. Adieu follement déco. Alors déjà, pardon, Phil Alex, bonsoir à toi. Visiblement, tu es la seule personne à connaître cette émission, mais oui, bien sûr. Adieu follement déco. Mais je crois que c'est une des émissions dernièrement nées de Énergie 12. D'ailleurs, follement déco. Je soutiens Indiana Jones, devenu cosmique sur sa comique sur sa cosmique. Devenu comique sur sa fin, sa disparition lui a créé son essence. Ouais. Ouais, vous êtes dur. Hein. Vous mâchez pas vos mots ici. Hein. Je croyais que c'était pas Hanouna TV, moi. Bah, ça l'a toujours un peu été, mais. Alors du coup, TV6, effectivement, on disait raison politique. Bastien avait partagé, ouais, c'est que Bastien, de toute façon, moi mes sources c'est Bastien, voilà. Il avait repartagé à une époque, c'est quoi, 2020, de source moi. Ah oui, c'était en réponse. Alors, c'est que ça m'a fait rire parce que vraiment, au début, tu t'indiques que j'aime beaucoup les vidéos de Ludovic B. Et c'est vrai que tu les adores. Non mais, je crois que tu les adores. Effectivement, de sources sûres, pour en avoir discuté, c'est un youtubeur que tu aimes beaucoup. Et donc, tu avais rappelé, parce qu'il avait sorti sa vidéo à l'époque, c'était sur justement la 5, où il disait la première chaîne a disparu, etc. C'était même dans son titre. Et tu avais ressorti, du coup, à juste titre, cet extrait de Histoire Télévision, Histoire Secrète, le documentaire, le long documentaire autour des concessions télévisuelles, autour de ce qui se passe politiquement au moment de l'arrivée des chaînes privées en France. Et donc oui, hop là, merde, c'était la musique que je voulais couper. Et donc tu avais partagé cet extrait qui revient effectivement sur la manière dont s'est décidée la fin de TV6. Mais juste après, on va lire un article pour essayer de détailler un petit peu l'ensemble. On va lire un article d'Encyclomédia juste après qui en parle très bien. Mais je voulais d'abord vous montrer cet extrait pour donner un peu de... Voilà, un petit avant-goût déjà de l'entièreté de l'histoire qu'on va avoir après. Ce même 23 février, après avoir délibéré sur la 5, la CNCL examine dans la foulée le cas de la 6. Et là, en moins d'une heure, il y a un consensus. C'est la chaîne musique. Salut Valentin. Et là, ça va bien. Toute prévision de calendrier, la séance est arrêtée avant le déjeuner, sans vote, sans décision. Quelques membres, dont les plus éminents bien sûr, sortant in fine, in extremis, un argument alors totalement étonnant, qui était celui de notre nécessaire solidarité avec la politique étrangère de la France. Alors je précise juste un truc, on voit passer la CNCL, en fait c'était l'ancêtre de l'Arcom. Voilà, juste pour préciser ce truc-là, parce qu'on le voit apparaître dans les synthés.
C'était l'ancêtre de l'Arcom. On y reviendra juste après. Victoire de Publicis qui La manière dont ça a été créé. gêne aux entournures une partie de la CNCL et le gouvernement Chirac qui ne se résigne pas à voir la CLT et la Lyonnaise des Eaux écartées. On craint un clash diplomatique avec le Luxembourg. Quelques coups La CLT, c'est la compagnie luxembourgeoise de la télévision. de tendance. Et puis, visiblement, l'heure du déjeuner est propice à ce qu'un certain nombre de coups de téléphone soient passés, à ce qu'un certain nombre de contacts soient organisés. Et pendant le déjeuner, j'ai été appelé au téléphone par Gabriel Debreuil, président de la CNC, que j'ai trouvé très tendu et très solennel et qui m'a dit « Nous sommes en délibération, j'ai une question à vous poser. Bah, Hugh, il va répondre. Si la 6 n'est pas attribuée au consortium où vous êtes présent, la CLT a-t-elle d'autres possibilités de développement en France ?» Et je lui ai répondu « Je n'en vois pas ». Ça a été un appel très solennel à la réflexion, à la raison et à la soumission aux impératifs de politique étrangère. Et puis on est passé au vote, et puis est sorti ce qui est sorti. Des barres de rire. Qu'est-ce qu'on se marre? Évidemment. En gros, ce que dit l'extrait, c'est que... il y a eu des petits coups de fil. Des petits coups de fil. C'est pour ça on parle beaucoup effectivement de décisions politiques autour de C8, d'énergie 12, etc. À côté de ça, franchement, non, les justifications de l'Arcom étaient tout autres. Elles étaient tout autres. La raison première du non-renouvellement de ces deux chaînes, on rappelle non-renouvellement, c'est important de le repréciser, est tout autre. Là, il y avait un risque de crise diplomatique avec le Luxembourg sur le papier, qui fait en tout cas que ça a foutu un peu le sbeul. On va lire un peu ce que détaille un peu plus ce bel article d'Ocyclomédia que j'embrasse bien fort, que je salue. Excellent site, je dois le dire, qui parle d'histoire de la télévision, qui parle beaucoup de sujets en lien avec Canal+. Il faut le dire aussi, mais qui parle aussi beaucoup d'histoire de la télévision, de satellites, de l'arrivée du numérique à la télévision, etc. Et on peut envoyer cet extrait à William Lénergie. Oui, j'ai vu l'extrait. Oui, j'ai vu l'intro de William Hamidi. J'ai vu. Mais de toute façon, en fait, sur toutes les chaînes, sur C8 et sur CNews, on est sur une vague d'instrumentalisation un peu de ce qui se passe. On essaie de faire passer le message que l'Arcom c'est les méchants, que bouhouhou, regardez, ils sont en train de vous supprimer votre chaîne préférée et ils mettent à l'amende tous les salariés qui ont travaillé pour cette chaîne et tout le tralala. Bon. On rappelle quand même que c'est le groupe Canal qui a décidé de la suspension de C8. Donc, article. Lisons-le. Pour ma part, je suis contre la décision de l'Arcom. Eh bah écoute. C'est comme ça. Qu'est-ce que je te dise voilà. En fait, il n'y a pas à être pour ou contre, en fait. C'est comme ça. En fait, ils ont rendu leur décision en respectant scrupuleusement je sais pas comment le dire, mais la décision, elle est logique, quoi, en fait. Il n'y a pas à être pour ou contre. C'est... Perso, j'aurais préféré que l'Arcom décide de refaire nos lives sur la TNT. T'as lu le message de Brice Viret? Non, j'ai pas lu. Elle est illogique, je suis désolé. Non, elle est pas du tout illogique. On va pas redébattre là-dessus, franchement. Non, elle est pas du tout illogique. Chaque point est globalement assez juste, je trouve, sur la décision. Ouais, non, C'est vite qui commence d'ailleurs à faire de plus en plus la promotion de C-Star. Depuis hier, la chaîne diffuse la bande promo de rentrée de C-Star. Faudrait leur dire qu'on est en février, là, quand même. Oui, mais c'est pour inviter les gens à faire la bascule. C'est pour inviter les gens à faire la bascule. Donc c'est pas déconnant.
On rappelle potentiellement, parce que c'est toujours pas fait, hein, même si le Parisien fait miroiter leur truc à coup de 15 articles par jour sur Hanouna, pour essayer de faire de l'audience sur le site. Mais on sait toujours pas si il va arriver sur C-Star ou pas, s'il signe avec M6, si machin, si bidule. Mais potentiellement que voilà, il y a un coup à jouer aussi à dire allez sur C-Star, on sait jamais. Peut-être qu'il y a d'autres programmes qui sont sur C8 qui vont basculer. Ne serait-ce déjà qu'il y a que la vérité qui compte, qui a déjà fait la bascule. Pour le coup. Et chez Jordan, c'est en discussion. C'est en discussion pour que le programme bascule aussi. Donc, c'est pas... Voilà. Source TPMP. Ah ouais, bah elle doit être bien ta source du coup, Grande Onde. Elle doit être... Moi, je fais confiance en ta source. Grave. Ouais. T'hésites pas, hein, surtout à donner d'autres sources TPMP dans le chat, parce qu'on les prendra au sérieux. Franchement, t'hésites pas. C'est toujours un plaisir. Il a annoncé ce soir que son prime de jeudi se terminera avec un bus géant qui va se diriger vers le siège du groupe qui va l'accueillir. Qui va l'accueillir, il a appelé ça le bus de l'avenir, il y a 0,20 €. Écoute. C'est la personne concernée, pas illogique qu'il soit sa propre source. Oui, enfin, Bastien, toi-même, tu sais, Hanouna, il peut dire ce qu'il veut. Hein. Il peut dire ce qu'il veut aux gens, tu vois. Bon. Il peut même dire qu'il est en discussion avec tous les groupes du monde, s'il veut. Bon, à l'arrivée. Voilà, quoi. Moi, je fais pas trop confiance au monsieur, quoi. Il est en discussion avec CNN. Non, avec Fox News, tu confonds. Fais attention. Mais non, il est en discussion avec Fox News qui devrait pas trop... Voilà. Nouveau défi de l'info. Alors qu'il pourrait juste commencer une émission... Il pourrait juste commencer une émission sur C8 et la finir sur C-Star. Tant que c'est pas officiel, il manœuvre dans l'intérêt de son buzz. Mais oui, c'est ça. Il va présenter le 20h de TF1 Source Vitel. Bon, on est là, on n'est pas là pour parler d'Hanouna. J'ai l'impression qu'on en parle tout le temps déjà. La soirée de fin, il pourrait faire une bascule durant la soirée. Oui, bah... Oui, enfin c'est pas... J'étais en train de me dire, c'est comme si tu faisais un raid vers une autre chaîne en fait. Allez, C8 lance le raid en direction de C-Star. Allez, ciao les amis. Allez, ciao. Ciao. Le concept de ouf. Bon allez, TV6. Donc août 86, quand le gouvernement annule les concessions de la 5 et TV6. Le 24 juillet 2024, l'Arcom choisit d'écarter les chaînes C8 et Énergie 12 de la TNT. Ce n'est pas une première, le paysage audiovisuel français a connu un bouleversement semblable en 86-87, avec la remise en cause et la réattribution des concessions de la 5 et TV6. Cet épisode, marqué par des enjeux politiques et économiques considérables, a profondément redessiné le secteur de la télévision en France. En novembre 1985, le gouvernement socialiste de Laurent Fabius, dans les derniers mois de son mandat, accorde des concessions à deux nouvelles chaînes privées, la 5 et TV6. La 5, attribuée à un consortium intitulé France 5, mené par Jérôme Sédou et Silvio Berlusconi, se veut être une chaîne généraliste grand public. Car oui, France 5 existait avant France Télévisions, avant que France Télévisions ne nomme sa chaîne telle quelle. Et oui! Vous le saviez pas, et ben vous l'apprenez. C'est là, on est là pour ça. France 5. TV6, quant à elle, est conçue comme une chaîne musicale ciblant un public jeune avec Publicis, Énergie ou encore Gaumont comme principaux actionnaires. Cette décision s'inscrit dans une volonté de diversifier l'offre télévisuelle et d'ouvrir le secteur à la concurrence privée. Cependant, le processus d'attribution est rapidement critiqué
pour sa précipitation et son manque de transparence. Les opposants politiques, notamment de droite, dénoncent un passage en force du gouvernement socialiste à l'approche des élections législatives de mars 1986. L'annulation des concessions, un acte politique controversé. Le 16 mars 1986, la droite remporte les élections législatives. Jacques Chirac devient Premier ministre dans le cadre de la première cohabitation de la Ve République. Le nouveau gouvernement affiche rapidement sa volonté de remettre à plat le paysage audiovisuel français. Le 30 juillet 1986, moins de 5 mois après son arrivée au pouvoir, le gouvernement Chirac prend une décision radicale: annuler les concessions accordées à la 5 et TV6. Cette décision est officialisée par 2 décrets publiés au Journal officiel le 2 août 1986. Les raisons invoquées par le gouvernement sont multiples. Tout d'abord, le gouvernement conteste la légalité du processus d'attribution initiale. Il argue que l'attribution des concessions en novembre 1985 s'est faite dans la précipitation, sans réelle mise en concurrence et de manière opaque. Également, une expression va souvent revenir dans le cadre de la réforme de l'audiovisuel, la volonté de promouvoir un mieux-disant culturel. François Léotard, ministre de la Culture et de la Communication, insiste sur la nécessité de revoir les cahiers des charges des chaînes privées pour garantir une meilleure qualité des programmes et un soutien plus important à la création audiovisuelle française. Une allusion à peine voilée au programme de la 5, alors majoritairement composé de programmes américains. Effectivement, l'image de la 5 à ses débuts, c'est une télévision très bling-bling à l'italienne, quoi. C'est la télévision de Berlusconi et dès le départ, ça a été vu d'un mauvais œil. Et quand on a vu les premières images, on a vite compris de quoi il allait en être. C'est une télévision qui, en fait, se veut très friquée, quoi. C'est dès les premières heures, dès les premiers moments de l'ouverture de la chaîne, on en met plein les yeux aux gens, on met des paillettes, etc. Mais à l'arrivée, qu'est-ce qu'il y a comme fond derrière ? Pas grand-chose, quoi. Après, bon, dans l'histoire de la 5, je pense tout n'est pas acheté non plus. Notamment un truc... c'est marrant parce que du coup, avec les émissions qu'il y a eu autour de Dorothée dernièrement, je trouve qu'on parle pas assez, par exemple, du fait que la 5 a beaucoup importé sur sa chaîne d'animés japonais. Avant que de... Enfin... avant le Club d'eau, ça déjà. Antenne 2 l'avait déjà fait avec Recrea 2, parce que le premier à être arrivé, c'était Goldorak. Oui, c'était en 82, si je dis pas de bêtises. Mais la 5 a beaucoup contribué à en diffuser, en fait, beaucoup. En masse, ils en achetaient au kilomètre. Parce que, je pense que ça coûtait pas très cher à l'époque. Mais du coup, faut pas oublier ce pan-là, par exemple, de la 5. Goldorak, c'était 78. Oh, putain, je pensais que c'était plus tard que ça, tu vois. Je pensais que c'était plus tard. Le savez-vous, la 5 a importé Nagui depuis l'Italie. C'était dans Youpi, l'école est finie sur la 5. Ouais, ça devait être ça. Youpi, c'était l'émission jeunesse, donc oui, ça devait être ça, ouais. L'Italie importait bien avant la France parce que c'était de l'animation pas chère. Ouais. C'est ça. Oui, à l'époque, c'était pas cher à acheter. Hein. C'était un lapin, oui, tout à fait. La mascotte. J'ai oublié son nom. On l'a vu en plus quand on a fait l'habillé pour sur les habillages de Noël. J'ai oublié son nom, à ce petit lapin. J'avoue que je l'ai pas retenu. Sans la 5, pas de... Dans les Alpes avec Annette, ni d'Olive et Tom, les téléspectateurs de la future France 5 reconnaissants. Ouais. Beaucoup de TV qui avaient pas les moyens acheter des animés à l'époque, c'est ça. Comme en Amérique latine. Voilà. Non, je voulais juste faire une parenthèse là-dessus, parce que ça me venait en tête. En fait, c'est tout. Bon bref, les décrets d'annulation fixent la fin des concessions au terme du 3e mois suivant la date d'installation de la nouvelle autorité qui aura compétence pour délivrer les autorisations d'usage des fréquences. Cette formulation, qui fait référence à une instance régulatrice non encore créée, sera plus tard source de contestation juridique. Ah oui, c'est Zappy. C'est ça, c'est Zappy, le nom du lapin. Voilà. La réaction des chaînes et les recours juridiques.
L'annulation des concessions provoque un véritable séisme dans le secteur audiovisuel. Les propriétaires de la 5 et TV6, qui ont investi des sommes considérables dans le lancement de leur projet, contestent immédiatement cette décision. Très rapidement après l'annulation des concessions, TV6, le 12 août, et la 5, le 2 octobre, déposent des recours devant le Conseil d'État. Leur argumentation repose sur plusieurs points. 1. L'illégalité de la procédure d'annulation qui se base sur une loi non encore votée. 2. Le non-respect des clauses de résiliation prévues dans les contrats de concession. Et 3. Le préjudice économique considérable causé par cette décision. Parallèlement à ces recours, les deux chaînes adoptent des stratégies différentes. La 5, confrontée à l'incertitude, a pris des mesures drastiques. En septembre 86, les responsables de la chaîne ont décidé d'interrompre la diffusion de toutes les grandes émissions et feuilletons de prestige qu'ils avaient acquis. Cette décision, entrée en vigueur le 26 septembre, était principalement motivée par la dégradation des recettes des rentrées publicitaires, elle-même provoquée par le déplafonnement des tarifs publicitaires des chaînes concurrentes. Merci beaucoup Thomas2417 pour ton follow, merci beaucoup. Des séries coûteuses comme Pierre Legrand ou Racine Carré, j'imagine, ont été mises de côté, de même que les grandes retransmissions sportives dont la 5 avait acquis l'exclusivité. Carlo Frecero, directeur des programmes, a déclaré « Nous renonçons désormais, en raison des circonstances actuelles, à être des producteurs d'émissions pour ne plus être que des diffuseurs. » TV6, en revanche, a adopté une stratégie plus offensive et décide de renforcer ses programmes. Le 4 octobre 1986, le conseil d'administration de la chaîne a voté à l'unanimité pour enrichir la grille de programmes sortant du cadre strictement musical, tout en conservant son profil thématique. TV6 a intégré des films, des feuilletons, des magazines et des séries, cherchant à se positionner comme une télévision distractive et pour les jeunes. Yo les jeunes, plus que purement musicale. Cette décision visait à augmenter l'audience de la chaîne et à renforcer sa position dans la perspective des arbitrages sur l'avenir de son réseau. Pendant ce temps, le gouvernement Chirac poursuit son projet de refonte de l'audiovisuel, du paysage audiovisuel français. Le 30 septembre 1986, un projet de loi sur la liberté de communication est présenté au Parlement. Ce texte prévoit notamment la création d'une nouvelle instance de régulation, la Commission nationale de la communication et des libertés, la CNCL. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, du coup c'est destiné à remplacer la haute autorité. C'est l'ancêtre de l'ARCOM, du CSA. Les débats parlementaires sur cette nouvelle loi sont intenses et polarisés. L'opposition socialiste dénonce ce qu'elle qualifie de loi de revanche, accusant le gouvernement de vouloir reprendre le contrôle du paysage audiovisuel à des fins politiques. La majorité, quant à elle, défend la nécessité d'une réforme en profondeur du secteur pour garantir le pluralisme et la qualité des programmes. Après plusieurs mois de décrets et de navettes parlementaires, la loi sur la liberté de communication est finalement promulguée le 30 septembre 1986. Cette loi confirme la création de la CNCL et pose le cadre juridique pour la réattribution des fréquences de la 5 et TV6. Allez, attention, parce que là, il y a du suspense quand même, il y a un peu de... Là, ça paraît très chiant comme ça. Il y a beaucoup d'infos juridiques, politiques, machin. Ça va être intense. Moi, je vous le dis, ça va être intense. Voilà. Faites-moi confiance. M6, à ses débuts, était plutôt musical. M6, oui, avait pour objectif de garder cette dominante un peu musicale sur le papier. Mais en fait, très vite, mais même dès ses débuts, ça va être plus... Ils sont plus tournés vers les séries américaines, en fait. Ça a été plutôt le créneau d'M6 dès le début, c'était les séries, plus que l'aspect musical en tant que tel. Le logo de TV6 n'a pas été le premier fait par ordinateur du paysage audiovisuel français. Ah, français, où il y a des chances, oui. Francis Lalanne arrive quand? Il arrive pas, Francis. Bon, ça part bien, mais ça va s'arranger. Hein? Au départ, il y avait de la musique de 6h à 17h sur M6. Ah, il y en avait autant? Parce que pour moi, en fait, M6, très vite, ils se sont tournés vraiment vers ce créneau de... on va diffuser beaucoup de séries américaines.
Et du coup, ouais, je dis pas qu'il n'y en avait pas, hein, mais il y a des grilles de passage de TV6 à M6 pour voir la différence. Ouais, j'avoue, je serais très curieux en vrai d'avoir des grilles de programme. J'avoue que je serais vraiment curieux. Avant l'arrivée de Dark Chirac. Non, c'est Dark Vador qui ferme TV6. Attention. On verra ça tout à l'heure. On regardera après des archives de TV6 un peu plus concrètes, pour celles et ceux qui veulent voir un peu à quoi ça ressemblait, notamment pas mal de jingles et tout. Francis est tombé. Oh non, Francis est tombé. Oh non. Francis est tombé. L'émergence des nouveaux prétendants. Ouh, c'est les prétendants. Très vite, de nouveaux acteurs commencent à se positionner pour reprendre les fréquences de la 5 et TV6. Des projets variés et des alliances parfois inattendues émergent. À commencer par la Lyonnaise des Eaux et son projet de chaîne régionale. Dès la fin août 1986, la filiale de la Lyonnaise des Eaux, Lyonnaise Communication, sous la direction de Nicolas Taverneau. Tiens donc, il était déjà là, le bougre, le petit Taverneau là. On l'avait pas vu venir, mais il était déjà là, il était tout jauneau, et bah il était déjà dans les parages. Eh bah oui. Il commence à esquisser ses ambitions dans le domaine audiovisuel. Le groupe, déjà impliqué dans le développement des réseaux câblés dans plusieurs villes françaises, envisage la création d'un réseau de chaînes régionales. L'idée de la Lyonnaise est de créer une synergie entre une programmation nationale et des décrochages locaux. Ce concept s'inspire en partie du modèle américain des networks, où des stations locales s'affilient à un réseau national. Le projet vise à répondre à un besoin de télévision de proximité tout en bénéficiant des économies d'échelle d'un réseau national. Parallèlement, d'autres acteurs s'intéressent à la question des télévisions régionales. Le 5 novembre 1986, lors d'une audition devant le Conseil national des collectivités territoriales pour l'audiovisuel, la CNCTH, Robert Hersan, révèle que son projet pour la 5 comporte une dimension régionale. Il envisage des décrochages locaux, techniquement faciles et peu coûteux, grâce à l'utilisation du satellite Télécom 1 pour diffuser la chaîne. Le projet d'Hersan prévoit de lancer un appel aux collectivités locales ou régionales, aux journaux et aux associations souhaitant lancer une télévision locale pour qu'ils se joignent au projet de l'A5. Ces fenêtres locales seraient ouvertes en dehors des heures de grande écoute, pas de liaison, laissant aux stations locales une pleine responsabilité éditoriale. Le débat s'intensifie lorsque le Premier ministre Jacques Chirac déclare qu'il n'existe pas un assez grand nombre de fréquences pour faire des télévisions régionales sans utiliser le réseau actuellement affecté à TV6. Cette déclaration soulève des inquiétudes chez les défenseurs d'une chaîne musicale nationale, mais ouvre des perspectives pour les projets de télévision locale. La question technique des fréquences devient centrale dans ce débat. Les partisans des télévisions régionales arguent que le réseau de TV6, qui ne couvre qu'une partie du territoire national, serait plus efficacement utilisé pour des émissions locales. Les opposants, quant à eux, soulignent l'importance d'une chaîne musicale nationale pour la promotion de la culture et de l'industrie musicale française. Le projet Métropole TV, porté par la Lyonnaise des Eaux et qui deviendra plus tard un candidat sérieux pour la reprise de TV6, intègre cette dimension régionale. Il prévoit des décrochages locaux à des heures réputées intéressantes pour les annonceurs, 12h, 14h et 19h, 20h30, avec des projets avancés dans 9 villes, dont Lyon, Nantes, Lille, Bordeaux et Grenoble. Par ailleurs, il est intéressant de souligner que la Lyonnaise lancera sa première et seule chaîne locale en décembre 1986. Paris Première, bien sûr. Ce débat sur les télévisions régionales soulève également des questions sur la viabilité économique de tels projets. Les critiques soulignent que peu de stations locales auraient les moyens de financer plusieurs heures quotidiennes de programmes. Les défenseurs comme Hersan argumentent que l'association avec un réseau national fournirait l'infrastructure et le savoir-faire technique nécessaires permettant aux stations locales de se concentrer sur la production de contenus de proximité. Tous sur la 5 5U la 5. Pendant que l'avenir du réseau national de TV6 se pose, celui de la 5 est quant à lui plus assuré. Jimmy Goldsmith, le propriétaire du groupe L'Express, manifeste rapidement son intérêt pour la reprise de la 5. Son projet, annoncé dès l'automne 1986, vise à créer
je m'excuse, je rate, vise à créer un groupe multimédia européen avec pour base une chaîne de télévision nationale française. Il propose une chaîne généraliste avec un accent particulier sur l'information et la culture et prévoit notamment des émissions culturelles en prime time et un soutien marqué à la création cinématographique française. La compagnie luxembourgeoise de télédiffusion, CLT, maison mère de RTL, se positionne également comme un candidat sérieux pour la reprise de la 5. Forte de son expérience dans la télévision commerciale européenne, la CLT voit dans cette opportunité un moyen de renforcer sa présence sur le marché français. La CLT s'allie initialement avec Havas et d'autres partenaires pour présenter un projet de chaîne généraliste, capitalisant sur son savoir-faire en matière de programmation et sa capacité à produire des contenus originaux. Au fil des semaines, on assiste à un véritable jeu de chaises musicales entre les différents candidats à la reprise de la 5 et de la 6e chaîne. Des groupes initialement intéressés par l'un des réseaux se tournent vers l'autre et inversement. Cette situation incertaine est en partie due aux questions juridiques en suspens et aux manœuvres politiques en coulisses. Robert Hersan, qui s'était d'abord porté candidat pour le rachat de TF1 lors de sa privatisation, décide finalement de se positionner sur la 5 en décembre 1986. Cette réorientation est notamment motivée pour des raisons financières, le prix de TF1 se révélant plus élevé qu'anticipé. Et on voit effectivement le logo de la 5 version Jimmy Goldsmith. Et je crois que des gens l'avaient notifié ça sur Twitter, je crois. Mais je trouve que la typographie de la 5 comme ça me fait beaucoup penser au logo de la 5 d'aujourd'hui avec la brown. Je trouve qu'il y a un petit côté brown avant l'heure. Donc c'est marrant. C'est marrant. Très beau dégradé, hein, bien sûr. Super dégradé. Magnifique. Paris Première, c'est le même groupe qu'M6 depuis le début. Bah du coup, oui. D'une certaine manière, oui. Pareil, mais les décideurs diront que ce n'est pas viable déjà sur... Attends. Pour moi, c'est nécessaire d'avoir une chaîne musicale sur la TNT. Pareil, mais les décideurs diront que ce n'est pas viable déjà sur les box, sat, câbles. Les TV musicales sont de moins en moins nombreuses en France et ennuyeuses. Bah parce que... en vrai... En vrai de vrai, qui consomme aujourd'hui... Je parle pour le public, hein. Qui regarde aujourd'hui les chaînes musicales? Parce que pour moi, l'intérêt d'une chaîne musicale aujourd'hui, à part pour des diffusions dans des établissements publics, genre chez coiffeurs, bars, que sais-je, je vois pas... Je pense pas que tant de gens consomment en tant que tel des chaînes musicales aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, en fait, le truc, c'est qu'à une époque, ça avait un intérêt parce que YouTube n'existait pas. YouTube n'existait pas. C'est pour ça que des MTV ont pu émerger, ont pu grandir, etc. Mais tout le modèle à la MTV, en fait, il s'est pété le jour où YouTube est arrivé, en fait. Parce que la plateforme a rapidement fait de la musique, ça, j'ai presque envie de dire, une de ses priorités. Parce que aujourd'hui, parmi les vidéos qui font le plus de vues sur la plateforme YouTube, si on exclut, voilà, si on prend tout en compte, je veux dire, c'est la musique. C'est les vidéos pour enfants et la musique. C'est vraiment les deux pans vraiment très importants en matière de vues sur YouTube. Donc en fait, bon. Les chaînes musicales aujourd'hui, elles ont plus grand intérêt. Sauf pour des personnes qui n'ont pas accès à YouTube, qui n'ont pas l'habitude d'utiliser YouTube, donc un public qui serait plutôt âgé, j'ai envie de dire, qui du coup pourrait consommer un peu de musique au travers de ces chaînes-là, mais clairement c'est un public qui est pas très nombreux, je pense, aujourd'hui. Les chaînes YouTube Vevo ont littéralement tué les chaînes TV musicales. Oui, complètement. Aujourd'hui, ça a plus grand
ça n'a pas grand intérêt. C'est pour ça que, je sais pas si vous vous souvenez, ça remonte à loin. On avait regardé une vidéo c'était Arthur Genre qui avait fait une vidéo pour raconter l'histoire de MTV et notamment sa dégringolade au fur et à mesure du temps. Et c'était intéressant de voir un petit peu, d'analyser aussi le pourquoi à un moment donné ça s'est pété la gueule. Et parce que MTV n'a pas su faire la passerelle avec les réseaux sociaux aujourd'hui, avec les nouvelles plateformes. C'est ça qui l'a tué, clairement. Alors que, tu vois, à MTV, ils auraient pu, je sais pas, faire une association avec YouTube, créer un projet commun, un truc pour la diffusion de clips musicaux. Bah, c'était les rois du pétrole, tu vois. Mais... Et aujourd'hui, on se retrouve avec un MTV qui est dépourvu de programme, où t'as vraiment du ridiculousness qui est diffusé toute la journée sur la grille parce qu'il n'y a plus rien à proposer aux gens, quoi. Et c'est dramatique. Et je prends MTV pour exemple parce que c'est le porte-étendard des chaînes musicales à travers le monde. Mais globalement, si on regarde un peu, je pense que les chaînes musicales aujourd'hui... Savez-vous que C'est Star Hit France existe toujours? Oui, c'est vrai que cette chaîne existe. C'est bien de le rappeler. C'est vrai qu'elle existe. Mais je sais pas... Tu vois, typiquement... Je sais pas pourquoi elle a été créée, cette chaîne, au final. J'ai jamais compris le pourquoi de l'existence de C'est Star Hit France. Parce que, en vrai... pour moi, C'est Star, à chaque fois que à chaque fois. C'est rare quand je zappe sur C'est Star, quand je mate C'est Star, mais les quelques fois où j'ai regardé C'est Star, c'était quand même beaucoup de... En plus, ils ont des tranches, ils ont des cases. Et t'as notamment une case qui est dédiée plus aux musiques françaises. Du coup, je vois pas trop le pourquoi une chaîne à part avec que des musiques françaises. C'est pour répondre à une question de, je sais pas, de mise en valeur du patrimoine français. Je comprends pas trop le pourquoi du comment. MCM aussi, ouais, MCM, ouais, c'est pareil, MCM, depuis le rachat par M6, pareil, c'est une chaîne qui a été un peu abandonnée aussi, hein. Mais même déjà un peu avant, en vrai, quand elle était sous Lagardère, déjà à ce moment-là, elle était déjà plus trop, c'était déjà plus compliqué, quoi. Ça coûte que dalle, elle se doit un peu rapporter. Ouais. Énergie 12, c'est un peu pour ça qu'elle a coulé. Elle a pas pris le virage plus talk et direct qu'il y a eu à la télévision française post-2015 et 2016. Non, c'est qu'elle a abandonné. Non, Énergie 12 a voulu prendre un virage. Le problème, c'est que... Ils ont pas réussi. Ils ont pas réussi parce que... Parce que je pense que l'image qui était accolée à Énergie 12 était une image qui était globalement assez négative au fur et à mesure du temps. Son image a été dégradée par ce qu'elle a pu proposer à l'antenne. Parce qu'à une époque, on en parlait encore il y a quelques jours, à une époque, Énergie 12, c'était la chaîne de la télé-réalité, mais de la télé-réalité des années 2010. Donc c'est une télé-réalité qui est quand même assez bas de plafond, on va pas se mentir, pour moult raisons, qui est problématique aussi, y compris dans la manière de les produire, qui a posé énormément de problématiques en tout cas. Et du coup, l'image d'Énergie 12 était d'emblée négative. Donc quand tu essayes derrière de te dire, bon, on va essayer de se repositionner avec quelque chose d'un peu plus généraliste, plus grand public, on va ramener des figures importantes, enfin de ramener des gens, des visages déjà connus des gens pour qu'ils animent des jeux, des émissions de divertissement, de machin. Essayer de rentrer un peu dans la cour des grands et que tu vois qu'en fait ils y sont pas parvenus du tout. Bah ils ont lâché l'affaire. Ils ont fait bon bah. Et quand en plus la télé-réalité de leur côté a commencé à couler, c'était fini. C'est-à-dire que leur mamelle la plus importante,
à partir du moment où elle a commencé à ne plus être rentable et à ne plus faire d'audience, ils ont fait bon. Je pense qu'ils ont abandonné en fait. Juste, ils ont abandonné. Mais le virage de 2015, ouais, ça a été la dernière tentative de sursaut de la part de Energy 12 de dire, hey, on est capable de faire ce genre de choses, mais en fait, ça prenait pas et voilà. Energy 12 aurait dû être une chaîne essentiellement musicale avec des clips et un peu de films et séries en soirée. Bah, genre Energy 12 à ses débuts, tu veux dire? Parce que Energy 12 à ses débuts, c'était ça, non? C'était globalement beaucoup de musique. La dernière fois que je regardais une chaîne musicale, c'était O5. Oh, ça me dit vite fait un truc, mais de loin. Un virage Nostalgie 12 aurait mieux fonctionné? Je suis pas sûr. En vrai, je suis pas sûr. Hein. Franchement, non. Et puis, j'ai envie de vous dire, ça aurait été un aveu d'échec aussi. Parce que à partir du moment où tu commences à produire des émissions, tu sais pas pour revenir en arrière. C'est-à-dire, au début, ils ont proposé de la musique pour des questions de rentabilité. Pour des questions de coût. Parce qu'effectivement, c'est pas cher de diffuser de la musique. Surtout quand, en plus, t'as une radio qui est derrière, qui a l'initiative du projet. Donc, c'est des musiques de énergie qui sont diffusées, etc. Enfin, voilà. C'est plus facile à gérer. Et c'est plus économiquement viable pour un démarrage de fonctionner tel quel. Mais à partir du moment où tu vas commencer à vouloir produire des émissions inédites, à avoir un peu plus de volonté au sein de ta chaîne, plus d'ambition, c'est pas pour revenir en arrière derrière, parce que là, c'est un aveu d'échec complet. C'est compliqué de revenir en arrière. Et encore une fois, quel aurait été l'intérêt d'Energy 12 de revenir en arrière? Alors, on va me dire, bah finalement, ça aurait pas été pire qu'autre chose par rapport à ce qu'est la chaîne aujourd'hui, et vous aurez en partie raison. Mais c'est vrai que ce serait bizarre de faire un retour en arrière de la sorte. Leur chaîne musicale était tombée au mauvais moment, en plein bouleversement du secteur. Bah, on peut dire pareil de Europe 2 TV aussi. Hein. Ce qu'on pense pas assez Europe 2 TV. Parce que la 17, c'est ses stars depuis un certain temps maintenant, mais avant c'était... Il y a eu plein de noms. Il y a eu D17. De toute façon, le canal 17, c'est celui qui a eu le plus de... qui a plus de noms de chaîne pendant 20 ans. T'as eu donc D17, Virgin 17, Direct Star, Virgin 17, Europe 2 TV. Faut suivre. Ouais, c'est le canal qui a le plus de noms. Oui, non mais oui, c'est ça. C'est ça. Mais c'est vrai que, alors cela dit, c'est vrai, Ryan, c'est vrai que je vois qu'il diffuse beaucoup, Energy 12, il diffuse beaucoup de fans des années 80 et 90 qui datent. Mais je sais même pas quand est-ce qu'il... Enfin, j'ai l'impression qu'il date d'il y a 15 ans. Je pense qu'il date d'il y a 15 ans en fait. Parce que les quelques visages, les quelques images que j'ai vues me paraissaient très datées. Et ils continuent de les rediffuser en masse sur Energy 12. Ça m'a un peu troublé. C'est lui et Chirac. J'ai raté le début, désolé, mais t'excuses pas. Pas de soucis. C'était pas des émissions de France 4 à la base? Non, c'était pas TMC? Il me semble que c'était plutôt TMC. Ouais, c'est ça, c'était sur TMC en 2009 et 2010. Oui, donc c'est ça en fait. C'est ça, c'était 2009. T'imagines? Putain.
N'empêche, c'est Star, c'est le nom qui aura le plus tenu sur la durée. Oui. Et on a digressé sur... on a complètement digressé sur le sujet des chaînes musicales. Après, c'est intéressant. C'est intéressant. On a toujours pas fini cet article, par contre. C'est vrai qu'il est un peu long. J'aurais dû prendre le thread. Je pense que j'aurais dû prendre le thread à l'arrivée. C'est pas grave. En fait, le groupe Énergie aurait dû retirer... Leur projet Énergie 12 est lancé le projet Nostal à télé qu'ils avaient présenté au moment de l'appel à la candidature de la TNT HD. Ça aurait été parfait, je pense. J'avais aucun souvenir de ça. Ils avaient proposé un projet de chaîne Nostalgie pour la TNT HD. Je m'en souviens pas du tout. Après, je m'en souviens pas aussi parce que je suivais ça de loin. J'étais tout jeuneau et juste, moi je me souviens quand les chaînes TNT HD sont arrivées, je me souviens quand même que je scrutais un peu les différentes actualités autour et notamment les clips de présentation de chaînes. Je me souviens notamment que j'avais beaucoup regardé le clip de présentation de Sister. Quitte à diffuser des vieux trucs, Energy 12 aurait pu diffuser des vieux jeux comme Jet à son époque. Ouais. En gros, pour vous auriez bien vu vraiment une formule vraiment nostalgie avec, pour pas que ça coûte trop cher, au lieu des séries américaines qui sont diffusées en boucle, avoir une proposition de programmation un peu plus vintage. Alors pas la Mélodie TV non plus, mais autour peut-être des années 90-2000 quoi. Ce qu'on oublie, moi je trouve que des fois je scrute un peu ce qu'il y a sur Mélodie TV parce que des fois il y a des petites pépites de l'époque de l'ERTF ou même des années 80-90 qui sont vraiment pas inintéressantes. Notamment, j'étais tombé sur Star, l'émission de Michel Drucker. J'étais tombé sur la dernière émission. Et en vrai, c'était... Bon, alors, moi, je trouve ça un peu chiant à regarder parce que c'est les émissions de variété des années 80 et donc c'est pas passionnant non plus à regarder. Mais comme objet télévisuel, je trouve ça intéressant d'avoir ça encore en réserve et de le diffuser à l'antenne. Je trouve ça marrant. Surtout que Star, en plus, c'est un peu une émission un peu passerelle pour Michel Drucker, dont les gens se souviennent pas trop, en vrai. Attends, c'était c'était avant qu'il anime Champs-Élysées ? Je crois que c'était avant qu'il anime Champs-Élysées, mais je veux pas dire de bêtises. Des Maggie, des vieux numéros d'une famille en or, etc. Ça aurait trouvé un public. Je pense qu'Energy 12 aurait dû garder son format du début. L'Arcom n'aurait jamais refusé une chaîne musicale qui diffuse de la musique en pleine journée. Après, il y a un autre truc. Encore une fois, vous oubliez qu'il y avait Europe 2 TV, qui pour le coup avait vraiment cette fonction de dominante musicale, vraiment prononcée. Est-ce que ça aurait été logique d'avoir deux chaînes musicales sur une même offre? Pas sûr en vrai. Cela dit, vous allez me dire oui, mais regarde les chaînes d'infos, etc. Oui. Mon argument tient peut-être pas debout. Mais bon. Si c'est la chaîne la plus inutile de la TNT, oui, mais ça c'est plus approuvé. Maintenant, il y a carrément des chaînes FAST qui diffusent des jeux en boucle. Oui. C'est vrai que les chaînes FAST ont pris pas mal ce créneau aussi de programmation nostalgique un peu, justement. Parce que ça rediffuse des vieilles séries en boucle, des vieilles émissions, des jeux, voilà, ouais, complètement, en vrai. Oui, on confond Star et Star 90, mais moi, je parle de Star, tout court.
Les chaînes fast ont 0 grille, c'est nul à chier. Bah en fait, ouais, enfin, il y a une grille. En vrai, non, c'est pas vrai. Il y a une grille. Il y a une grille chauvin, toujours. Ça, je maintiens ce jeu de mots que je trouve qualitatif. Laissez-moi tranquille. Il y a une grille. Typiquement, si tu vas sur TF1+, si tu vas dans les chaînes en direct, et donc du coup, tu vas tomber sur les chaînes fast, il y a une indication de grille. Mais c'est des playlists après. Donc, c'est des playlists qui tournent en boucle avec un enchaînement logique d'émissions, d'épisodes de séries, etc. Dans l'ordre. Genre, tu vois, la chaîne Star Academy sur TF1+, bah, c'est toutes les saisons de la Star Academy qui sont diffusées, mais en intégralité, en continu et dans l'ordre. France TV, c'est déjà beaucoup mieux avec doc et séries. Oui, il y a... mais je vois ce que tu veux dire. Oui, il y a un truc un peu plus marqué. Il y a peut-être un truc un peu plus marqué, effectivement, de programmation, comme si c'était... ils le construisent... Oui, en fait, ils le construisent pas comme si c'était juste une playlist que tu lances et que tu tournes en boucle, mais comme si c'était vraiment des chaînes à part en numérique. Enfin, de chaînes gratuites dispo sur leur plateforme. Mais oui... Enfin, je vois ce que tu veux dire. Peut-être que je l'exprime mal, mais je vois ce que tu veux dire. Saviez-vous que Bruno Guillon et Valérie Benaïm ont été sur Virgin 17 d'ailleurs? Bah non, mais pourquoi pas? Sauf Ina Harditube. C'est vrai que c'est un bon exemple en vrai, Harditube. C'est un bon exemple. En vrai, pour le coup, il y a vraiment une grille qui est façonnée chaque jour, effectivement, autour d'Harditube, où ça mélange un peu les différentes émissions de Thierry Ardisson. Tu peux tomber soit sur du Happy Hour, ou du Tout le monde en parle, ou du Salut les Tariens. Enfin, tu vois, t'as un peu de tout, ça change tous les jours. Il y a une vraie grille qui est construite un peu tous les jours, ouais. Là où du Plutôt TV ou du TF1+, c'est vraiment de la playlist pure, quoi. T'as pas une programmation qui est faite sur mesure chaque jour. Oui, c'est ça en fait, voilà. Pour une série, quand tu diffuses de minuit à minuit, les épisodes 1 à 14, ça marche pas. Oui. Ou alors tu reviens dans 2 mois. Non, peut-être pas autant, mais tu reviens dans quelques semaines quand la série rebouclera depuis le début. Et là, ce sera peut-être un horaire plus avantageux pour toi. Voilà. C'est le jeu, hein. Nosta aurait essayé le bon équilibre entre les chaînes fast pour les vieux contenus et une programmation cohérente. Si tant est qu'il y ait un directeur des programmes digne de ce nom, à l'heure où les contenus à l'ancienne ont de nouveau la cote, on aurait eu une vraie proposition qui pouvait marcher. Moi, mais je vais vous dire un truc de manière générale, moi je trouve que les groupes ne misent pas assez sur leur contenu, sur leurs archives. Alors qu'il y a tellement à faire, je trouve. Il y a tellement à faire. Et je trouve ça dommage parce que les gens, je pense, sont en recherche de ça. Et les gens attendent ça. Je pense. Si on investit un petit peu plus dans de l'archivage, dans de la numérisation de bandes au sein des chaînes et sur de la publication sur plateforme, moi je suis persuadé que ça pourrait marcher. Je suis persuadé qu'il y a un public qui serait tenté par ça. Typiquement, moi, c'est un regret que j'ai avec Canal+ Story, c'est qu'ils ont abandonné Canal+ Story. Alors que pour moi, il y avait tellement de choses à faire autour de Canal+ Story. Ne serait-ce que, pour moi, l'erreur, ça a été de se dire on va ne viser que sur l'humour Canal. Alors qu'en vrai, moi, franchement, tu me balances
sur Canal Plus Story, tu me balances des émissions en entier de nulle part ailleurs, plein de super, je sais pas, par exemple, des trucs comme ça, mais le bonheur, quoi. Moi, j'adorerais que Canal ait cet investissement-là, tu vois, de se dire, putain, on peut utiliser nos archives à des fins de diffusion sur nos plateformes, etc. Ce serait top. Moi, j'adorerais. Et pour le coup, on pourrait faire ça avec tous les groupes. Tu vois, c'est par exemple, je trouve ça... Alors, Turtle est pas dans le chat ce soir, mais lui, il est le premier un peu désolé de la situation, mais je trouve ça dommage, par exemple, que Game One, ils ont essayé de le faire un petit peu, ce travail-là, autour de Retro Game One et de Level One. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas la possibilité de pouvoir le faire sur déjà toutes les émissions liées notamment à Level One, qu'on n'ait pas l'occasion qu'ils aient pas l'occasion de le faire avec d'autres émissions aussi. Genre, je suis persuadé qu'il y a des gens qui adoreraient revoir des Game Zone, qui adoreraient revoir des Ad Game One, qui adoreraient... Enfin, tu vois, tout ce pan-là de l'histoire de Game One, je suis sûr qu'il y a des gens qui seraient vraiment intéressés pour les revoir sur YouTube. On est d'accord sur les archives, c'est trop sous-estimé et pas que dans les médias. Mais en fait, c'est très bizarre parce qu'à la fois, il y a vraiment ce truc de... on veut jouer sur la carte de la nostalgie. On sait que la nostalgie, ça marche sur les gens qui sont en recherche de ça. Alors, ça marche. Ça dépend quoi, ça dépend comment c'est fait. Hein, on le sait aujourd'hui. Mais il y a un petit truc, il y a une petite étincelle. Quand on fait revenir des marques nostalgiques, quand on fait des émissions autour de l'histoire de la télé, etc., il y a un public, en tout cas. Il y a un public qui est intéressé par ça. Et donc, je trouve ça dommage à une heure où les chaînes ont voulu miser énormément sur leur passé, qu'à côté de ça, ils se disent pas, putain, il y a peut-être un truc à faire là-dessus. TF1 a essayé de le faire un petit peu. TF1 a essayé de le faire, mais tu vois, par exemple, Merci Dorothée. Il y a eu Merci Dorothée. À l'issue de ça, il y a eu des émissions du Club Dorothée qui ont été mises sur TF1+. Est-ce que ça a été beaucoup communiqué ? Non. Est-ce qu'il y en a beaucoup ? Non. Mais putain, c'est dommage. Dans ce cas-là, faites-le. Faites-le. C'est intéressant en vrai. Alors cela dit, bon, Club Dorothée, c'est peut-être pas le meilleur exemple parce qu'en vrai, c'est sur YouTube depuis un certain temps. Sur la chaîne Génération Club Do, il y a déjà beaucoup de matière. Mais tu pourrais le faire avec plein d'autres trucs. Ils ont essayé de le faire aussi avec la Starac, avec... Alors d'ailleurs, je sais pas si c'est le cas maintenant. Tiens, j'ai pas regardé. Parce qu'il était question à un moment donné, parce que il y a tous les primes qui sont sur la plateforme de toutes les saisons. Mais il était question à un moment donné de mettre les quotidiennes également. Je sais pas si c'est le cas, du coup, s'ils l'ont réellement fait ou pas. Mais je sais qu'il était question à un moment donné de mettre les quotidiennes. Et tu vois, là, moi, je trouve ça cool. Je me dis, ah putain, ok, c'est une bonne idée, franchement. Je crois qu'ils l'ont fait aussi avec Koh-Lanta. Koh-Lanta, il y a des anciennes saisons qui ont été rendues disponibles. Enfin, voilà. Bon. Il y a matière. Il y a matière à faire. Salut, Jonathan. C'est chiant que Lina, t'as au final pas accès à grand-chose. Ouais, bon, bah ça, après... Vu qu'on parlait des chaînes TV musicales, le groupe M6 va un jour arrêter RFM TV, une chaîne qui a le nom d'une radio que le groupe M6 ne détient même pas. Pourquoi ils ne mettent pas le live vidéo de Fun Radio à la place et en relançant Fun TV ? Attends, mais tu me fous un doute sur un truc. Ah non, c'est toujours Lagardère, ok. Ah, autant pour moi. Non, j'avais un doute. J'avais un doute si ça avait été repris par M6. Non, c'est toujours Lagardère, autant pour moi. Bah écoute... Qu'est-ce que tu veux que je te réponde à ça? Les quotidiennes, c'est galère avec le droit à l'image. Ouais, oui. Oui, il y a toutes les questions de droit à l'image, effectivement, qui sont un peu casse-couilles.
Pour les téléréalités, effectivement, c'est un peu pétouille. Mais ou des jeux aussi, ça peut être un peu chiant, mais. Bon, et c'est pas pour dire, hein. Mais à la base, on parlait quand même de TV6. Et en fait, on est parti sur autre chose. Je sais pas tenir mes trucs. Les primes de la Star Academy entre 2001 et 2008 ont quitté TF1+. Ah bon? Première nouvelle. C'est complètement con. Pourquoi? J'ai l'impression. Ça m'étonne. Non, j'ai l'impression. Bah ouais, si tu dis j'ai l'impression mais que t'as pas vérifié, ça me paraîtrait étonnant. Bon, et. Vous savez quoi? Je vais essayer de. On va aller plus vite. Je vais faire autrement. On va lire plutôt le thread qu'Encyclomédia a fait sur Twitter, qui est plus concis. Parce que sinon, je sens qu'on va pas s'en sortir vu l'heure qu'il est. Ça ira plus vite. Mais n'hésitez pas à lire l'article en entier et à donner de la force à Encyclomédia. Il le mérite amplement. Voilà. Alors j'essaie de revoir où on était à peu près dans l'histoire. Je trouve que les saisons récentes. Mais c'est débile. Pardon, mais. D'accord, c'est déjà plus. Enfin, ok. Eh ben. Ils ont tout viré, je suis aussi étonné. C'est nul. Pardon, je suis désolé, je trouve ça nul. Je trouve ça vraiment nul. Est-ce que la chaîne Fast existe toujours ou pas? Non, il y a toujours les... Ah bah voilà. Attendez. Investigation là. Hein. Une investigation est en cours. J'ai vérifié à l'instant. Ah oui, d'accord, j'ai vu. Il y a les chaînes Fast de toutes les saisons. Ok. Oui, donc ça a pas bougé. Mais pourquoi il y aurait pu les replays sans déconner? C'est très étrange. Je trouve ça très étrange, honnêtement. Pour Game One, il y a Kalios. Bah Kalios, oui, mais alors attends. Kalios, le truc, c'est qu'il reprend... pour le tube cathodique, en fait, il reprend des trucs qu'il a trouvé sur YouTube ou ailleurs. Moi, je sais qu'il y a des archives qui ne sont plus dans les locaux de Game One, qui ont été repris par des gens qui ont bossé à Game One. Notamment, je peux le dire, hein, Jean Pat, parce qu'il en a diffusé sur sa chaîne. Typiquement, tous les ads Game One, je crois que c'est Jean Pat qui les a. Je crois que c'est Jean Pat qui les a tous récupérés, puisqu'il les avait tous diffusés sur Twitch à une époque. Il avait fait toute une programmation spéciale autour d'Ad Game One, donc c'est lui qui les avait gardés. Mais je trouve ça tellement dommage en fait, parce qu'à l'arrivée, tu vois, je trouve ça dommage. Après, je crois qu'il y a d'autres histoires pour Ad Game One, il y a d'autres raisons, je pense, qui font que, mais bon, c'est dommage quoi. Ah, faut descendre en bas de la page, my bad, bah voilà. Il a une chaîne Twitch. Fut un temps, effectivement, elle existe toujours, hein, mais il stream plus depuis longtemps. Il stream plus depuis longtemps, mais c'était la télé de Jean Pat. J'en ai fait partie à une époque d'une certaine manière, j'apparaissais de temps en temps. C'est un peu comme ça que j'ai un peu découvert Twitch, en vrai, et que j'ai commencé à streamer.
Donc ça commence à remonter, hein. C'était il y a 5 ans. Hein. Parce que je vieillis à vue d'œil et ça va faire 5 ans là que je suis sur Twitch. Donc voilà quoi. Ça rajeunit pas, hein. Ça paraît pas comme ça, mais bon. Bon allez, attendez. Je sors le thread qu'avait fait Encyclomédia qui sera plus rapide à lire sur TV6. Pipopipapoum. Donc on parlait de la CNCL, ancêtre de l'ARCOM chargée de redistribuer les fréquences officiellement pour garantir la qualité et le pluralisme. En réalité, la création de la CNCL n'apaise pas les suspicions d'ingérence. Les circuits politiques restent omniprésents, plusieurs acteurs se bousculent pour récupérer la 5 et le futur 6e réseau. Et selon l'opposition de gauche, les dés sont pipés. Côté la 5, Robert Arras, en manière de la presse, proche de la droite, s'associe à Berlusconi, pourtant soutenu à l'origine par les socialistes. Un mariage de feu et de l'eau, Chirac laisse faire, voire encourage. R100 est un allié précieux. Berlusconi, un homme de télé. Pour la 6e chaîne, 3 candidats majeurs se disputent les faveurs de la CNCL. TV6 qui plaide la continuité, Métropole TV de la Lyonnaise des Eaux et de la CLT, soutenue en sourdine par Matignon, et TFM, un projet 100% musical plus fiction qui sera jugé moins convaincant. Février 87, audition à la CNCL. Plusieurs sages sont d'abord plutôt favorables à TV6, mais les coups de téléphone à l'heure du déjeuner, donc ça c'est l'extrait qu'on a vu en début de live, les coups de téléphone à l'heure du déjeuner changent tout. Des membres de la CNCL reconnaîtront avoir été contactés par des proches de Chirac pour plaider en faveur de Métropole Télévision. La CNCL décide, fin de TV6, place à M6, un nom pour se détacher du nom initial RTL6. Les critiques fusent, on parle de diktat politique. Pourquoi ? Parce que la Lyonnaise des Eaux est dirigée par des proches du RPR et qu'écarter la CLT aurait créé une crise diplomatique avec le Luxembourg. Le lendemain, TV6 s'arrête après à peine 1 an d'existence, sous les yeux de centaines de jeunes venus manifester. Artistes et animateurs protestent, accusant la droite de brader la seule chaîne 100% musicale pour satisfaire des intérêts économiques et politiques. M6 prend l'antenne le 1er mars 87 à 11h15 avec la promesse de rester fidèle à l'esprit musical. Dans les faits, la chaîne va rapidement opter pour la contre-programmation, série US, jeux, télé-réalité bien plus tard, et trouvera ainsi un modèle rentable. Quant à la 5 d'R100 Berlusconi, elle traversera une crise permanente, déficit, audience médiocre, coup d'éclat raté jusqu'à sa disparition en avril 92. Voilà. C'est vrai que ça va plus vite là, comme ça. Bon, mais à la base, je voulais vraiment lire l'article en entier parce que ça m'intéressait qu'on détaille vraiment l'entièreté de l'histoire autour de la fin de TV6 et un peu de la 5 aussi. Non, enfin pas de la 5 d'ailleurs, non, juste la fin de concession, je voulais dire, en 86. Et merci Kylian Harmony 78 pour le follow, merci beaucoup, c'est très gentil. TV6, j'aurais bien aimé la connaître. Eh ben écoute, tu sais quoi, moi à la base, ce que je voulais c'est aussi qu'on regarde un petit peu des archives aussi de TV6. Parce que moi c'est une chaîne que j'ai vraiment découvert sur le tard parce que j'en avais entendu parler quand j'ai commencé à m'intéresser un peu à l'histoire de la télévision, à lire quelques petits trucs à droite à gauche, j'avais eu connaissance de TV6. Je me souviens même qu'il y avait eu à une époque, il y avait eu une espèce d'histoire de peut-être que la chaîne va être relancée. Il y avait eu, je crois, des dépôts à l'ENPI, il y avait eu des jingles sortis de nulle part en version assez moderne et tout. Enfin, il y avait des trucs un peu bizarres qui étaient ressortis en mode « Ah, peut-être que TV6 sont en train de réfléchir à revenir, mais peut-être comme une chaîne sur Internet, on sait pas. » Et puis au final... Rien. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à connaître un peu le truc, en fait. Et pendant longtemps, il n'y avait pas beaucoup d'archives de TV6. Il y en avait très très peu pendant longtemps sur Internet. Et puis bah, les archivistes de tous bords ont commencé à publier pas mal de choses autour de la chaîne. Et donc, ça fait plaisir.